localement. On n'est pas sur les grandes sociétés qui sont souvent avec un siège à la Défense ou Paris, etc. Là, on trouve vraiment des sociétés qui forment notre tissu de PME. Et donc, l'axe de ce webinaire, ça va vraiment être de vous parler de la diversification. Et donc, je vais repartir au titre, mais c'était vraiment important, la diversification, et vous montrer que c'est vraiment clé dans cet univers, parce que ces sociétés, on va le voir, elles ont de nombreux atouts, mais elles peuvent être aussi très risquées, notamment en bourse. Et donc, la diversification, c'est vraiment une notion qu'il faut garder en tête quand on investit sur le long terme dans ces sociétés. Donc, on va parler d'investissement, pas de coûts spéculatifs ou de petites variations court terme. On parle vraiment d'investissement en ayant un horizon de temps en général de 3 à 4 ans. Quand on investit sur une société, on reste en moyenne investi 3 à 4 ans. Et quand on a identifié une société créatrice de valeur, ça nous permet d'accompagner son beau parcours en bourse quand c'est le cas. Et donc, je vais vous présenter rapidement la classe d'actifs. Et puis, pour compléter sur Mandarine, comme Clément l'a très bien présenté, les actions européennes qui sont vraiment le cœur historique de Mandarine Gestion. Et puis, vous avez une gamme de fonds globaux, donc qui investissent dans le monde entier, qui se sont lancés avec le fonds Mandarine Global Microcap dont je vais vous parler, qui a maintenant plus de 5 ans. Et puis, un fonds Global Transition, Mandarine Global Transition, qui lui investit sur la transition énergétique mondiale avec de bonnes performances également. Et puis un fonds très nouveau qui s'est investi sur la thématique du sport globalement. Donc voilà, une gamme qui s'étoffe. Le plan, vous le voyez ici, je vais vous parler tout d'abord de la classe d'actifs, pourquoi on pense que c'est un univers attractif, mais aussi pourquoi on a un style de gestion adapté à cette classe d'actifs, parce qu'il y a de nombreux risques spécifiques. Le contexte actuel, je vais vous passer rapidement. Et puis je vais vous parler de nombreux exemples, donc ça arrivera très rapidement dans la présentation, et je pense que ce sera la partie qui pourra notamment vous intéresser. Ce sera vraiment pour illustrer toute cette diversification, en vous montrant pas mal d'exemples dans lesquels on est investi de sociétés, de secteurs, de pays très différenciants dans une allocation et dans un portefeuille. Et puis ensuite, que le processus de gestion, comment nous, on va gérer dans cet univers. Donc, pourquoi on pense que les microcaps sont un univers attractif? Déjà, quand on parle de microcaps, comme je vous le disais, on parle de PME cotées en bourse. Et ces PME sont souvent très méconnues. Et pourtant, c'est une société en bourse cotée sur deux sociétés dans le monde qui est une microcap. Donc, c'est 50% des sociétés cotées dans le monde qui sont des microcaps. C'est un très grand nombre de sociétés, plus de 25 000 microcaps qui sont cotées dans le monde. Donc, c'est vraiment un univers très riche où on trouve vraiment des sociétés dans n'importe quelle niche de marché, dans n'importe quel pays, vraiment intéressante quand on essaie de dénicher des petites sociétés intéressantes dans n'importe quelle thématique. Et on trouve souvent des acteurs beaucoup plus purs qui font un métier ou un service vraiment dédié. Quand on parle de capitalisation boursière, on est généralement entre 50 et 500 millions d'euros de capitalisation. Donc ça, c'est une définition qui évolue dans le temps en fonction des marchés, mais c'est généralement l'idée. Donc on est vraiment sur les petites sociétés en bourse, même si ces chiffres peuvent paraître gros, ce sont des petites sociétés en bourse. Et elles font in fine que 1 à 2% de la capitalisation mondiale. Euh, et donc, si on prend une répartition au niveau du globe de ces sociétés, on en trouve généralement un quart en Europe, un quart aux États-Unis, un quart au Japon, le reste dans les pays développés, pour les grands indices, et puis on en trouve aussi dans les pays émergents, bien sûr. Et pourquoi on pense que c'est un univers attractif? Tout d'abord, sur la croissance bénéficiaire. Alors, je vais vous montrer pas mal de graphes. Vous allez vous dire, c'est barbare et je ne comprends pas. Je vais essayer de vous les expliquer très simplement parce qu'ils s'expliquent tous très simplement. Ici, vous avez des termes anglais un peu barbares, mais ça s'explique. En vert, vous aurez toujours l'univers des microcaps. Donc, sur la gauche, l'univers européen. Sur la droite, l'univers mondial. J'ai pris précisément les graphes qu'on montre à nos clients professionnels, les grands fonds, etc., pour vous expliquer ça avec vraiment ce qu'on a de mieux pour vous le prouver. Et puis je vais utiliser évidemment des termes beaucoup plus simples pour vous expliquer tout ça. Et donc vous voyez ici en vert l'univers des microcaps, en orange. Alors, pardon, j'ai des slides qui sautent. Voilà. Voilà. Et donc vous avez ici en orange le MSCI Europe et MSCI World à droite. Donc ce sont des indices de grande valeur, donc les large caps dont on parle souvent, typiquement les Sanofi, les Total, etc. Et quand on parle de MSCI Europe Microcap, c'est un indice qui regroupe énormément, donc plus de 1000 microcaps en Europe qui sont regroupés dans cet indice. On voit ici, et vous le voyez sur un temps long, les graphes commencent en 2007.
que les microcaps génèrent systématiquement plus de croissance bénéficiaire. Donc on regarde les résultats nets par action qu'on attend sur les 12 prochains mois. Et donc ces résultats nets, ils sont en beaucoup plus forte croissance que dans les grandes valeurs. Et ça, c'est systématique parce que ces sociétés, ces petites sociétés PME, quand elles sont bien positionnées et quand elles sont souvent plus jeunes, plus innovantes, elles ont une capacité de croître beaucoup plus rapidement. Quand on est sur une microcap, admettons, de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, si elle signe un nouveau contrat de 10 millions, ça peut avoir un vrai impact sur sa croissance. Alors que quand on s'appelle Total, c'est beaucoup plus dur d'aller chercher de la croissance à 2 chiffres les niveaux de croissance. Et donc, cette croissance et cet effet de base amènent in fine, alors, j'ai des slides qui repartent, c'est bon. Amène in fine une performance boursière que vous voyez ici, toujours en vert les microcaps, en orange les grandes valeurs, que ce soit en Europe ou dans le monde. Et donc, ça amène une surperformance de ces microcaps quand on parle de l'univers. Et donc, en univers, il est naturellement bien diversifié et je vais y revenir. Et donc, cette plus grande croissance bénéficiaire va se retrouver in fine dans le cours de bourse parce que le cours de bourse, c'est pour le faire assez simplement, c'est en général, si vous prenez des ratios de valorisation assez utilisés, un niveau de bénéfice fois un niveau de valorisation. Et donc, si ce niveau de bénéfice monte à niveau de valorisation équivalente, vous allez déjà faire de la performance. Et donc, cette croissance bénéficiaire, c'est ce qui explique assez sainement la surperformance des microcaps sur le long terme. Évidemment, les microcaps ne vont pas surperformer tous les ans, ça serait trop facile. On a observé dans le temps long que les microcaps, en tant qu'univers, surperforment 7 années sur 10. Et donc, 7 années sur 10, les microcaps vont faire mieux que les grandes valeurs. Cette année, c'est à peu près équivalent. C'était mieux en début d'année et puis c'est en train de devenir équivalent aux grandes valeurs. Et puis, on le voit, là, vous avez des graphes qui sont très longs, hein. On a commencé en 92 pour vraiment montrer plusieurs cycles boursiers. Mais on voit que quand on accompagne les microcaps dans le temps long, la trajectoire est haussière. Et on le voit comme des périodes comme 2008-2009. Évidemment, les microcaps ont souffert et même plus que les grandes valeurs, mais on voit que leur capacité de rebond dans les phases de reprise économique est également très vigoureuse. On l'a vu en 2020, beaucoup plus récemment, où il y a eu une très forte baisse de toutes les actions. Les microcaps, évidemment, en faisaient partie, mais on voit que la capacité de rebond de ces petites valeurs a été aussi importante. Et donc, ce graphe, il illustre un élément qu'on rappelle souvent à nos clients. Avoir un timing et donc savoir quand investir sur les marchés, évidemment que c'est très difficile. Et donc, investir sur le temps long de façon lissée, progressivement, en investissant progressivement. In fine, ça vous permet d'investir parfois en haut, parfois en bas et de profiter de la performance qui, sur le long terme, sont une classe qui surperforme les autres classes d'actifs et qui, sur le long terme, amènent des performances, comme vous le voyez ici, sur des performances annualisées de 8 à 9%, qui sont bien mieux que ce que vous pouvez trouver dans d'autres classes d'actifs. On a parlé de performance, on va maintenant parler de risque, parce que évidemment que ces microcaps, elles ont des risques. Alors toujours des graphes qui peuvent vous paraître barbares, mais je vais vous les expliquer très simplement. Si on s'intéresse à l'encadré en haut, vous avez la volatilité moyenne des titres dans l'indice des microcaps et dans l'indice des grandes valeurs. Donc vous voyez que l'indice, la barre verte, elle est beaucoup plus haute que la barre orange, ce qui signifie que si vous prenez une seule microcap, elle est évidemment beaucoup plus volatile qu'une grande valeur. La volatilité, on la compare souvent au risque, et c'est-à-dire qu'une microcap, pour prendre un exemple assez typique, qui a 3 usines, si une de ces usines explose ou a un incendie, ça peut avoir un impact dramatique. Et par contre, si elle en construit une nouvelle, ça peut aussi avoir un très fort impact sur la croissance et donc la performance en bourse. Et donc cette volatilité, si on prend qu'une seule microcap, elle est très élevée. Et donc ça, c'est un risque important sur la microcap, d'où la diversification. Et la diversification, elle est importante parce que vous voyez le graphique de droite, où là, les microcaps sont moins corrélés que les grandes valeurs. La corrélation, ça veut juste dire, pour la prendre, pour faire une image assez simple, tous les jours dans les microcaps, vous allez en avoir qui montent et qui baissent. Et aujourd'hui, c'est un exemple assez particulier parce que les marchés sont assez mal orientés ce matin, mais on a quand même des titres qui montent en portefeuille parce qu'ils annoncent de bonnes nouvelles et ils arrivent à monter, et une plus grande majorité qui baisse, mais on trouve toujours des microcaps qui montent et qui baissent dans n'importe quelle phase de marché parce qu'elles réagissent beaucoup plus à leurs nouvelles intrinsèques. Et vous avez aussi un élément qui n'est pas présent dans les microcaps et qui est de plus en plus dans les grandes valeurs. Dans les grandes valeurs, vous avez de plus en plus ce que vous allez entendre d'ETF, de gestion passive, et tous ces trackers qui vont in fine faire monter tout le marché ou baisser tout le marché. Et donc, vous aurez moins de comportements de grandes valeurs qui vont être à la hausse ou à la baisse dans le marché. Quand le marché va monter, tout va être en vert. Quand le marché va baisser, tout va être en rouge sur les grandes valeurs, ce qui est moins le cas dans les microcaps.
Et donc, quand on s'intéresse à un univers ou un portefeuille, et donc on parle d'une bonne diversification et d'un grand nombre de titres, vous avez une formule mathématique barbare ici. Je vais juste vous l'expliquer très simplement avec les prochaines slides. Ce qui compte, c'est la corrélation. Et la corrélation, quand on parle d'un portefeuille, elle est importante. La corrélation, elle évolue entre -1 et 1. C'est-à-dire, si deux titres ont une corrélation de -1, ça veut dire que un jour J, il y en a un qui va monter, un qui va baisser, ce qui va in fine vous lisser votre volatilité du portefeuille. Et donc ça, c'est important de ne pas avoir des titres qui font tous la même chose les mêmes jours et qui baissent tous les mêmes jours. Et donc avoir des portefeuilles diversifiés qui n'ont pas tous les mêmes thématiques, qui sont sur des secteurs et des pays différents, c'est important pour in fine lisser la volatilité du portefeuille. Et ça s'explique ici toujours avec des formules barbares. Mais si vous avez une corrélation de 1, in fine, vous allez garder la volatilité de tous vos titres. Alors que si vous avez des titres qui sont eux-mêmes volatiles, mais avec des corrélations inversées, vous allez in fine lisser la volatilité et baisser la volatilité de votre portefeuille. Ça, c'est important de l'avoir en tête, parce qu'in fine, ça vous amène ce graphe. Ce graphe, il est très simple à expliquer. Vous voyez que les microcaps en vert, elles sont en dessous des grandes valeurs. Et quand on parle de la volatilité de l'univers, et donc qu'on parle de beaucoup de microcaps mis ensemble face à beaucoup de grandes valeurs mises ensemble, là, on a un univers qui est moins volatile. Et donc ça, c'est pas évident. On part si on prend une seule microcap, elle est plus volatile, mais si on arrive à l'univers, ça, c'est moins volatile. Et donc ça, c'est vraiment l'effet de la corrélation qui est plus faible dans les microcaps. Et donc pour profiter de cette plus faible corrélation, il faut se diversifier. Se diversifier. C'est le maître mot dans les microcaps. Et c'est pour ça qu'on va parler de pas mal d'exemples. Et donc, quand vous investissez notamment dans les petites valeurs, ce qu'on va vous rappeler, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, surtout dans les microcaps, et de vraiment avoir pas mal d'exemples, parce qu'on pense qu'en tant qu'univers, ces microcaps, elles sont intéressantes, mais il peut y avoir des accidents. Notre vision, et on va le voir dans la slide suivante, notre vision, c'est que même la plus belle des microcaps, même celle où vous avez le plus de conviction, il peut lui arriver un accident. Ça se trouve, elle a des très beaux produits, des très beaux services, mais le patron est en train de piquer dans la caisse. Et donc, ça peut amener un très gros accident. Et si vous en avez un gros poids dans votre portefeuille, ça va vous impacter le portefeuille. Et vous aurez eu raison sur 9 idées sur 10. Et une seule idée va vous perturber le portefeuille, ce qu'on ne veut pas avoir, nous, dans nos portefeuilles. Donc ici, vous avez un univers qui nous semble, nous, idéal pour le stock picking. Stock picking, c'est un terme angliciste, mais ça veut juste dire sélection de valeurs. Alors, pardon, c'est en train de remonter. Voilà. Sélection de valeurs. En gros, c'est juste pour illustrer ici. Vous avez. Alors, mince, les slides remontent. Je reviens. Ok, slide 14. T'as la 11 à Augustin, c'est bien ça, hein? Des Non, je titres suis plutôt à slide 14. casseurs, ok. Parce que ça, on n'a pas, il y a des clients qui ne voient pas la même chose. Oui, c'est ça. C'est en Tu train pourras de. juste me faire un signe quand tu veux changer, comme ça, moi, je bougerai pour toi, si c'est Non, plus mais je simple. bouge, mais Ok, oui, c'est peut-être un petit décalage, ouais. Donc là, je suis à la slide d'accord, 14. super. J'espère que tout le monde y est. Et donc, un univers qui nous semble idéal pour le stock picking, donc la sélection de valeurs. Ici, vous avez, toujours en Europe à gauche, à droite, le monde. Vous avez la répartition des performances dans l'indice. Tout à droite, vous avez les très beaux parcours, les sociétés qui ont fait plus de 60% sur un an. Tout à gauche, les sociétés qui ont fait moins de 60% sur un an, donc les accidents de parcours. Évidemment, depuis un an, les marchés sont haussiers, donc évidemment, les graphes se portent plutôt sur la droite. Ça, c'est évident. Par contre, vous voyez que les microcaps en vert, elles ont toujours plus d'accidents. Donc, vous voyez que même si la barre, elle est pas très élevée, il y a toujours beaucoup plus d'accidents, donc de parcours chaotiques, on va dire, dans les microcaps que dans les grandes valeurs. Et donc, ça, il faut le garder en tête aussi. Le risque sur ces microcaps, il est plus élevé. Et donc nous, ça va nous amener, avec ces beaux parcours aussi qu'on voit de beaucoup plus nombreux que dans les grandes valeurs, ça va nous amener un style dans notre gestion, c'est qu'on va vraiment axer sur la sélection de valeurs par rapport à notre indice. Évidemment, on va essayer de trouver au maximum de ces beaux parcours. Évidemment, on va essayer de limiter au maximum ces accidents. Et pour ça, on va vraiment essayer de s'équilibrer en termes de pays et de secteurs dans nos fonds. Je vais y revenir par la suite. Et donc, on va investir comme nos indices dans tous les pays de nos indices et dans tous les secteurs de nos indices au même niveau pour vraiment essayer dans chaque secteur et chaque pays de trouver les meilleures idées. Et ça va nous amener des éléments qui seront importants par la suite parce que vous prédire ce que va faire le marché allemand ou le marché français l'année prochaine, c'est compliqué. Et donc, par contre, on va investir sur ces deux pays, on va essayer de trouver les bonnes idées dans chacun de ces pays. Donc, j'avance dans la présentation sur le marché, sur le contexte actuel, slide 16. C'est bon. Voilà. Ok.
avec l'univers des microcaps et ce qu'on observe actuellement. Il y a un élément qui est important dans ce marché des microcaps, ce sont les flux. Et donc les flux, ce sont les montants qui arrivent sur les fonds qui investissent dans ces microcaps et puis les montants qui sont aussi déversés par les particuliers, donc, dont vous pouvez en faire partie, et qui ont un appétit croissant pour la bourse parfois. Et donc c'est le cas dans ces microcaps depuis un an. Et donc depuis l'annonce des vaccins, depuis la fin 2020, on voit que les flux de collecte sur les fonds dédiés aux microcapitalisations et aux petites valeurs en bourse sont revenus positifs, alors qu'on avait vraiment des années de disette depuis 2018, où on avait connu en 2018 une année un peu moins faste sur les petites valeurs, même de baisse. Et donc depuis 2018, on n'observait plus de flux positifs. Et c'est en train de revenir depuis la fin 2020. En tout cas, depuis un an, on a eu pas mal de flux. Voilà, aidé par la performance et puis aidé par le rebond économique et de confiance. On a aussi un élément qui est important à mettre en perspective en ce moment, c'est la gestion value. Vous l'entendrez peut-être, gestion value, gestion croissance. En général, ce sont des gérants qui prennent des biais importants en termes de secteur. Typiquement, quand vous êtes croissance, vous allez être beaucoup plus technologique. Quand vous êtes value, vous allez être beaucoup plus sur les matières premières, l'énergie, le pétrole, etc. Et puis les industries lourdes. Et donc, ces styles de gestion font que vous avez des valorisations dans l'industrie lourde, par exemple, qui sont beaucoup plus faibles que ce que vous pouvez trouver dans la technologie. Et donc, on a souvent des gérants qui se définissent comme croissance ou value. Nous, on le verra, mais on essaye de ne pas avoir ce biais-là. On essaye d'être assez équilibré en termes de value et de croissance. Et depuis 10 ans, on va dire, la croissance surperforme la gestion value parce que les taux d'intérêt n'ont fait que de baisser, ce qui est positif pour la gestion croissance. Et si on a un rebond de l'inflation et si on a une hausse des taux, potentiellement la value va refaire son retour. Et donc c'est une des inquiétudes sur le marché, enfin, en tout cas qui est une des interrogations de pas mal d'investisseurs qui sont souvent beaucoup plus sur des titres croissance que value. Donc nous, on essaye d'être assez agnostique à ça et on essaye d'investir sur les différents secteurs. Et donc pour éviter ces biais. Et puis de nombreuses OPA, ça c'est toujours le fait. OPA, ça veut dire des offres de rachat de sociétés cotées. Donc historiquement, c'était plutôt par des grands acteurs, typiquement un Saint-Gobain qui va aller racheter un petit concurrent de niche dans les microcaps en se disant qu'il a un positionnement intéressant pour lui. Mais on le voit de plus en plus par des fonds de PE, donc private equity, ça veut dire des fonds qui sont destinés à investir dans les sociétés non cotées en bourse et qui, in fine, viennent acheter des sociétés cotées en bourse parce qu'ils y trouvent des valorisations qui sont parfois et de plus en plus attractives en bourse que dans le non coté. Et donc ça, c'est un élément. Et donc, ce qu'on observe dans nos fonds depuis pas mal d'années, c'est qu'on a toujours environ 10 OPA dans nos fonds tous les ans, donc dans le fonds Europe Microcap et dans le fonds Global Microcap. Et donc c'est toujours un élément important qui amène une prime évidemment court terme sur des titres. Si j'avance à la slide 17, vous pourrez regarder, c'est juste pour illustrer en couleur les différentes performances des pays dans les indices de microcap, pour illustrer, et vous le verrez, qu'il y a une grande disparité de performance entre tel ou tel pays pour telle ou telle année. Et donc nous, c'est vraiment aussi important pour nous de nous diversifier, d'investir au même niveau que nos indices dans chaque pays et chaque secteur, pour justement éviter de faire une mauvaise année parce qu'on a trop investi sur la Suède et que la Suède surperforme, etc. Et puis si j'avance maintenant autour des thématiques, et donc toujours illustrer, et puis je parlerai après du processus, mais pour illustrer la diversification et tous ces acteurs de niche qu'on peut détecter dans ces microcaps, on va faire un petit tour du monde avec toujours des thématiques très différentes. Vous voyez bien la slide 19, là je suis en train d'avancer, c'est bon? Et donc très bien. Et donc on attaque en Europe du Nord avec une société qui est présente dans nos deux fonds, Mandarine Europe Microcap et Mandarine Global Microcap. En bas à droite, vous verrez la capitalisation de la société à la fin octobre. Donc fin de mois dernier, vous verrez le moment où on a investi dans cette société et puis la performance depuis qu'on a investi pour toutes les sociétés. Donc pour Integrum, on est sur une société qui est dans les prothèses, donc ce qu'on appelle medtech souvent en bourse. Et donc c'est parti d'une invention du père qui en 1968 a trouvé une innovation qui faisait qu'on mettait des implants directement dans les os. Ils ont premièrement adapté ça aux dents. Et puis ensuite, ils ont adopté ça pour les personnes amputées, qui était un vrai enjeu. Et donc, avec son fils, ils ont ensuite monté la société.
Et donc historiquement, cette société qui fait des prothèses, comme vous voyez pour les bras ou pour les jambes, a vraiment révolutionné l'usage pour les personnes handicapées et amputées, parce que historiquement, vous aviez une prothèse qui s'emboîtait sur le membre et qui n'était pas du tout mobile, qui n'était pas du tout flexible et qui pouvait pas, enfin qui n'était pas du tout adaptée à ces personnes. Ici, c'est une vraie révolution où vous pouvez fixer sur l'os directement une vis et puis ensuite vous pouvez avoir un vrai membre et retrouver une vie plutôt normale. Et donc vous avez eu déjà plus de 500 opérations qui ont été réalisées avec ces prothèses. Ils ont déjà été approuvés par la FDA, donc l'autorité de santé aux États-Unis, ce qui est vraiment une reconnaissance pour montrer que le produit est bien avancé. Et historiquement, c'est le cas pour pas mal de microcaps. C'était une société d'ingénieurs, c'était une société où il y avait de la très belle technologie, mais l'axe de la société, c'était pas sur le développement commercial et le vendre, etc. Et donc, depuis quelques trimestres seulement, ils sont en train d'accélérer sur cette commercialisation. Ils sont en train de recruter des équipes de vente aux États-Unis pour développer les ventes, puis en Europe. Et donc, ce sont des opérations assez spécifiques, donc il y a très peu d'hôpitaux qui sont spécialisés. Et donc, voilà, il y a une belle trajectoire de croissance parce que vous avez un beau produit et qui maintenant va essayer de se développer dans le monde entier pour le commercialiser, donc dans les prothèses et les medtech en Suède. Si on passe à la slide 21, toujours dans l'innovation, mais là on est vraiment sur du service de recherche et développement. Une société, comme vous voyez, qui est assez jeune, hein, qui s'est créée en 1985 et qui fait du service de recherche et développement. Donc il y a des compétences dans l'ingénierie mécanique, logicielle, électronique, donc il peut vraiment vous faire un produit de A à Z. Et donc, eux, ils ont des centaines de consultants qui peuvent aller chez n'importe quel client pour aider à faire une innovation. Typiquement, si vous avez une idée, vous voulez créer une startup, mais vous n'avez pas l'ingénierie suffisante en interne pour créer ce produit, eh bien, Prevas peut vous fournir ces chercheurs qui vont vous aider à développer votre produit et à l'amener sur le marché. Donc, on part vraiment d'une idée pour l'amener sur le marché. Vous avez en bas des illustrations de ce qu'ils ont été capables de faire en s'associant chez des clients. Et donc, vous l'avez en bas à gauche, une innovation qui s'appelle SolarPack, que vous pouvez mettre dans les pays en voie de développement pour décontaminer l'eau. Donc typiquement, vous prenez de l'eau qui est souillée, qui n'est absolument pas potable, vous la mettez dans ce petit sac en plastique qui est équipé de petits panneaux solaires qui vont faire de l'énergie et donc chauffer l'eau et supprimer plus de 99% des virus et bactéries dans cette eau et la rendre potable. Et donc pour les pays en voie de développement qui n'ont pas accès à de l'eau potable, c'est une vraie révolution. Ça peut vraiment amener une vraie solution pour accéder à de l'eau potable et éviter beaucoup de maladies. Et donc, Prevas a participé à ça. Et puis, vous l'avez sur la droite aussi, une autre innovation à laquelle ils ont participé. C'est un nouveau casque, un nouveau type de casque qui s'appelle Hofding, qui est une société suédoise qui vient de développer ça. Typiquement, si vous voulez pas avoir de casque et que vous faites de la trottinette ou du vélo, vous avez juste à avoir un collier autour du cou. Et si vous tombez, ça va le détecter en une microseconde et ça va vous développer un airbag autour de la tête et vous tomberez avec un airbag et donc vous allez être protégé sans avoir eu à porter de casque. Donc, des innovations sur lesquelles ils ont participé. Et en fait, le gros sujet de toutes ces grandes sociétés ou ces startups, c'est d'accéder aux meilleurs ingénieurs qui vont faire le meilleur produit le plus vite possible, etc. Et donc, Prevas a la capacité de les recruter, a la capacité après de les staffer. Et quand on est ingénieur et quand on est jeune, motivé, et bien là, en étant chez Prevas, on a la capacité à avoir beaucoup de projets, une grande diversité de portefeuilles qui motive vraiment les jeunes et qui permet après de poursuivre sa croissance. Donc, une belle société également suédoise. Si on passe à une autre thématique complètement différente, Audioboom, qui est également présente dans les deux fonds. Audioboom, on est sur la thématique des podcasts. En ce moment, vous entendez beaucoup de diffuseurs ou d'émissions qui veulent se mettre sur des podcasts et de plus en plus de gens qui potentiellement autour de vous écoutent des podcasts. C'est une vraie thématique. Et ici, avec Audioboom, on est une société qui a été fondée assez récemment, vous voyez, en 2009, et qui est déjà le quatrième éditeur de podcasts aux États-Unis. Donc, ce qui va faire vraiment la force de ces éditeurs, c'est vraiment d'avoir un portefeuille ensuite d'émissions qui vont fidéliser le client et qui font vraiment un vrai actif, une vraie valeur pour la société, avec des actifs qui sont assez bien margés. Vous voyez ici 40% de marge sur la création de contenu, donc c'est des business qui sont assez bien margés, avec une très forte croissance parce que le marché est en très fort développement. Et donc vous avez un peu le dernier petit village gaulois dans ce secteur, parce que, enfin pas le dernier, mais il en reste très peu d'acteurs cotés en bourse ou en tout cas indépendants parce que la plupart des concurrents se sont déjà fait racheter par des grands de la technologie, des GAFAM, style Amazon, Facebook, etc., qui ont fait des acquisitions pour acquérir ces technologies. Et donc Audioboom a refusé une offre de rachat cet été et continue son parcours en bourse, toujours avec de la forte croissance.
Et voilà, déjà en Europe du Nord, ça illustre la diversité de profils et de sociétés qu'on peut trouver. On va passer à l'Europe centrale avec un peu de France, un peu d'Italie et d'Allemagne. Donc on passe à l'Allemagne avec 2G Énergie. On est sur de la cogénération. Très simplement, la cogénération, ce sont des moteurs qui vont exploiter la chaleur qui est produite par le moteur. Historiquement, vous aviez un moteur, vous partez de 100 d'énergie, vous arrivez à 60 d'électricité. Quand vous partez d'un moteur de cogénération, vous partez toujours de vos 100 d'énergie, vous allez toujours avoir vos 60 d'électricité, mais les 30 de création de chaleur, vous allez les utiliser dans un réseau d'eau ou alors les valoriser pour créer de l'énergie plus tard. Et donc en partant de 100 d'énergie, vous allez in fine créer 90% de création d'énergie finale dans votre moteur. Donc en partant potentiellement de biogaz, de biométhane ou d'hydrogène. Et vous allez arriver à la production d'électricité et puis de l'eau chaude qui va pouvoir chauffer une ville, un hôpital, une école, etc. Et donc, c'est une société qui est assez jeune également, 1995, qui fait vraiment des moteurs adaptés. Si vous avez entendu parler d'une société française qui s'appelle la Française de l'énergie, typiquement la Française de l'énergie va utiliser les moteurs de 2G pour son process industriel. Donc c'est clé et 2G Énergie a une bonne position dans son marché et peut s'adapter à n'importe quel type de gaz. Pourquoi c'est de plus en plus important? Parce qu'avec la transition dans les énergies renouvelables, le problème c'est que quand vous avez des pics de consommation, typiquement en hiver quand il fait très froid, c'est pas le moment potentiellement où vos éoliennes et vos panneaux solaires vont tourner au maximum et donc la production va pas être en mesure de répondre à la demande par rapport à ce qu'on avait historiquement, notamment en Allemagne avec beaucoup de charbon. L'Allemagne veut sortir du charbon, il lui faut des sources d'énergie qui peuvent être très rapides à mettre en fonction pour mettre en face de la demande. Et donc, les moteurs de 2G Énergie sont une solution à ça parce que vous pouvez, par exemple, utiliser votre hydrogène que vous pouvez stocker facilement pour faire face à des pics de demande. Et c'est une vraie solution pour se mettre en parallèle des solutions d'énergie renouvelable et pour sortir d'un mix trop carboné avec trop d'émissions qu'on peut avoir en Allemagne. Mais c'est une société qui est présente dans le monde entier avec des fondateurs qui ont toujours plus de 45% du capital. C'est une particularité que vous trouverez souvent dans les microcaps et que nous, on apprécie particulièrement quand on a des fondateurs ou des familles qui sont importantes au capital parce ils ont ou elles ont en général des visions long terme avec une bonne gestion de la société qui vont in fine réussir à passer des phases de crise. Et donc, quand on a un actionnariat qui est en général familial ou entrepreneurial, on a un bon alignement des intérêts avec les actionnaires minoritaires que vous êtes et que nous sommes aussi. Et donc, en général, ça permet d'avoir des sociétés, quand elles sont bien gérées et bien positionnées, qui traversent les crises et qui poursuivent leur croissance. Si on passe à un exemple plus franco-français, avec freelance.com, qui est une société qui est française mais qui est toujours assez méconnue et pourtant elle est sur un marché du freelancing et des freelances qui est booming également, qui a un nom de domaine freelance.com qui est lui-même assez important parce qu'ils ont été assez pionniers dans cette thématique. Donc fondée en 1992, mais elle a été reprise il y a quelques années par des entrepreneurs qui ont vraiment remanagé la société, qui l'ont vraiment orientée vers de la croissance. Ils ont déjà des clients très prestigieux sur le freelancing, vous voyez Orange, Bouygues, etc. Leur idée, c'est de se mettre entre des freelances et des grandes sociétés. Quand vous êtes un L'Oréal et que vous devez gérer des centaines de personnes freelance, donc typiquement, on est sur de l'intérim col blanc, on va être sur des personnes dans le marketing, dans la création, etc., dans l'informatique. La plupart souvent de ces jeunes talents veulent se mettre freelance, veulent travailler quand ils veulent, d'où ils veulent, et donc ils se mettent freelance, et donc les grands comptes peuvent les embaucher, mais en général, ça devient de plus en plus compliqué quand vous êtes un L'Oréal ou un Orange d'employer des centaines de freelance et de gérer tous ces contrats. Et donc un freelance.com va pouvoir se mettre entre ces deux parties et faciliter vraiment le monde du freelancing. Vous voyez, avec des nombres impressionnants de prestataires qui travaillent pour eux, 1 million. Et puis, surtout, nous, on s'intéresse à la société qui accumule 22 trimestres consécutifs de croissance à 2 chiffres. Donc, on est vraiment sur une société en forte croissance, qui est sur un marché en forte croissance et qui continue vraiment sa trajectoire là-dedans, par de la croissance en interne, mais aussi en rachetant des petits concurrents, ce qui lui amène aussi des compétences. Et donc, vous l'avez ici avec un objectif pour la société en 2025 d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires alors qu'il faisait en 2020 325 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc toujours une grosse volonté de croissance qui passera aussi par des acquisitions. Ils viennent d'en faire une en Suisse. Leur idée, c'est d'être un des leaders de la gestion des freelances en Europe à horizon moyen terme.
Et donc, vous voyez, c'est encore l'exemple de société qui a un actionnariat important en termes d'entrepreneurs, avec toujours 85% du capital qui est détenu par les entrepreneurs qui ont repris la société. Et puis, si on part en Italie, toujours une thématique très très différente. On est dans les compléments alimentaires. Et donc, Pharmanutra, pour la faire très simple, c'est le leader italien historique des compléments alimentaires pour le fer. Il faut savoir qu'il y a environ 50% de la population mondiale qui a des carences en fer, mais la plupart des gens ne le savent pas. Ça touche surtout les femmes. Et donc, la plupart du temps, vous avez des compléments alimentaires qui vont vous amener des petits compléments. Là, la grosse technologie que vous pouvez trouver chez Pharmanutra, c'est la technologie d'encapsulation. Typiquement, vous allez prendre un comprimé oral, ça va libérer la bonne substance au bon endroit, au bon moment, pour que vous ayez presque un rendu d'injection intraveineuse, alors que vous avez pris un comprimé oral. Et donc, cette technologie qui a été reconnue dans le monde entier maintenant, il commence progressivement à la vendre dans le monde entier. La société, elle est de Pise, en Italie, donc je parlais du tissu de PME. Là, on est vraiment sur une société très locale où j'ai visité l'usine il y a peu de temps en Italie, enfin et le centre de recherche et développement, monté par deux frères. Et donc, cette technologie qui était la meilleure en Italie s'est déjà développée en Espagne, où ils sont devenus les leaders. Et donc, toute la thématique de Pharmanutra, c'est maintenant de licencier ces produits dans le monde entier. Donc, on attend qu'ils signent un partenariat pour notamment la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Ils ont déjà signé pas mal de pays plus petits. Et donc pour toujours continuer leur croissance, vous voyez que les marges sont assez bonnes. Et puis ils font aussi des crèmes pour les sportifs avec Cetilar. Enfin voilà, une belle société innovante qui était le champion sur un pays et qui part à l'international, qui est aussi un exemple de microcap qu'on peut trouver euh, dans notre univers européen. Et puis si on part sur le monde, et puis je vais peut-être accélérer parce que il faut qu'on puisse parler du reste et de vous laisser la place aux questions par la suite. Toyo Gozei, on est sur la thématique des semi-conducteurs. Donc ça, on est dans le fonds Global Microcap maintenant, qui lui investit dans le monde entier, avec environ un quart de sociétés au Japon. Et on dit souvent que le Japon n'a pas de croissance, etc., etc., alors qu'ils sont présents sur des industries qui sont très bien orientées. Donc quand on trouve des belles sociétés au Japon, et on en trouve, on peut réaliser de belles performances. Vous avez en bas à droite la capitalisation de la société. Donc on a investi quand c'était une microcap et on l'accompagne dans sa croissance jusqu'à 2 milliards d'euros de capitalisation, qui sera notre objectif pour toutes nos sociétés. Donc on l'accompagne depuis 2018 et vous voyez que la performance est satisfaisante. Et donc même au Japon, on peut trouver évidemment des sociétés qui font de la performance et de la croissance. Et donc sur la thématique des semi-conducteurs, il y a une technologie en ce moment qui est en train de gagner des parts de marché très fortement grâce à une société néerlandaise qui s'appelle ASML, qui est devenue une des grosses capitalisations d'Europe et qui évangélise le marché sur une technologie qui s'appelle EUV, extrême ultraviolet. Et donc ASML, la grosse société en Europe, va vendre les machines et Toyo Gozei par la suite va vendre les photoréacteurs, donc les petites particules que vous allez mettre pour fabriquer votre semi-conducteur. La demande de semi-conducteurs, elle est très forte, comme vous l'entendez dans les journaux partout. Et donc là, vous avez une société qui est présente depuis plus de 50 ans dans cette niche de marché, qui historiquement était tout petit et qui est en train de vraiment grossir dans l'extrême précision, comme les Japonais peuvent le faire. On est sur une précision de 3 nanomètres. Pour donner une ordre d'idée, c'est 30 fois plus petit qu'un virus de la grippe. Et puis une part de marché dans leur petite niche de plus de 50%, donc vraiment très très bien orienté. Et puis voilà, donc toujours pour illustrer la croissance et les thématiques intéressantes qu'on peut trouver dans le monde. Keeper, je vais passer rapidement. Ici, ils ont créé le meilleur revêtement de carrosserie pour les véhicules d'occasion à la base et ils sont en train de le vendre pour les véhicules neufs pour que votre carrosserie brille le plus possible. Ils ont une vraie technologie brevetée avec 8 couches consécutives pour que votre voiture brille comme au premier jour quand vous l'entretenez. Et ça va durer plusieurs mois. Donc, ils sont en train de gagner des parts de marché impressionnantes au Japon et il y a une vraie demande croissante. Et puis si on part sur des solutions de ressources humaines, ça adresse vraiment un vrai problème que vous pouvez trouver au Japon, slide 30, avec S-Pool. Au Japon, vous avez un problème de population, tout le monde le sait, mais donc il y a un gros problème aussi d'exode rural. Les jeunes partent des campagnes et donc vous n'avez plus personne dans les campagnes et plus personne pour produire dans les fermes et produire des aliments made in Japan, on va dire. Il y a un autre problème, c'est qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et il y a une loi au Japon qui oblige, mais comme on peut le trouver dans pas mal de pays développés, qui oblige les sociétés à embaucher des personnes handicapées. Sauf que la plupart des personnes handicapées en fauteuil pouvant travailler derrière un ordinateur ont été embauchées et ils se retrouvent avec un marché du travail qui est compliqué pour des personnes handicapées mentales qui, elles, ne trouvaient pas d'emploi. Et donc, S-Pool a résolu ce problème en créant des fermes au Japon
qui vont employer des personnes handicapées mentales. Et donc, les sociétés, au lieu de payer des pénalités de ne pas embaucher de personnes handicapées, vont embaucher via Espool des personnes handicapées. Ces personnes handicapées, elles vont trouver un travail, une utilité à leur vie. Elles vont libérer leur famille aussi parfois. Et donc, vous avez de la création de légumes et de fruits qui se fait du coup made in Japan, qui va être redistribué aux salariés de ces grandes sociétés. Enfin, c'est un cercle vraiment très social, mais très vertueux, et qui n'est pas seulement social, mais qui est aussi rémunérateur pour la société. Et donc, vous le voyez avec la performance en bourse en bas, depuis qu'on a cette société qui a été très très bonne, et il se développe maintenant dans le carbone pour calculer l'emprise carbone des sociétés. Donc voilà un autre exemple de société qui a compris un enjeu sociétal et qui s'est développé sur cette mini niche et qui réussit à développer une très forte croissance. Et puis si on part en Australie, Calix, voilà, slide 32, qui est sur la thématique des réductions de CO2, donc qui a mis en place une nouvelle technologie pour limiter et pour capturer le carbone et limiter les émissions de carbone, notamment quand vous faites du ciment. On sait que le ciment, c'est un très très gros créateur de carbone, et donc c'est un vrai enjeu si on arrive à réduire la création de CO2 quand on fait du ciment. Et donc ils ont une technologie là-dessus qui est de plus en plus reconnue. Euh, et je vais passer rapidement pour aller au processus. Si on passe à OmniBridge West, slide 33, on est sur le financement de procès, donc une thématique encore très très différente qu'on a sur Global Microcap. Typiquement, dans les pays anglo-saxons, vous avez des procès pour un oui ou pour un non. Il y a une série qui illustre bien ça, c'est Suits, si vous voyez sur Netflix ou autre. Et donc, vous avez des procès pour un oui ou pour un non. Et vous avez parfois des David contre Goliath, une personne qui veut s'attaquer à un grand groupe, mais qui n'en a pas forcément les moyens. Et donc, Omni Bridgeway, en interne, a des équipes d'avocats et de juristes qui vont calculer la chance que votre procès réussisse. Ils savent déterminer la probabilité de succès de votre cas selon le juge, selon l'heure du jugement, et il ne faut jamais être jugé visiblement juste avant l'heure du repas, ça limite vos chances de succès. Et donc, ils savent, en fonction des probabilités, vous dire si votre cas va être oui ou non potentiellement gagné en justice. Et donc, ils vont vous financer le procès, ils vont payer vos avocats, et puis si vous gagnez, ils vont récupérer leur avocat, ils vont partager le gâteau avec vous. Et donc, c'est vraiment diversifiant. Ils investissent dans pas mal de cas dans le monde entier. Et donc, c'est une thématique très diversifiante et ils ont développé de la gestion d'actifs et donc de plus en plus d'investisseurs investissent là-dessus pour investir de façon diversifiée également sur des cas judiciaires. Et puis, slide 34 rapidement, pour parler d'une autre niche, mais qui est de plus en plus importante, c'est la mode pour les grandes tailles avec City Chic Collective, qui est une société australienne qui a eu, depuis la création, une niche de marché, ce sont les personnes à forte corpulence que vous pouvez trouver notamment dans les pays anglo-saxons et qui ne trouvent pas forcément d'habits à leur taille ou en tout cas design ou bien taillés. Et donc City Chic s'est développé sur cette niche-là avec des boutiques adaptées qui font aussi des grandes tailles et qui se développent de plus en plus sur le e-commerce et qui se développent maintenant aux États-Unis. Et vous voyez que la performance et la croissance de la société est au rendez-vous. Et puis je vais aller rapidement sur les États-Unis. On est sur la slide 36 avec Veritiv, sur du packaging éco-responsable. Donc vous voyez que on est aux États-Unis, mais il n'y a pas que les GAFAM. Dans notre univers de microcap, on est vraiment diversifiant parce que vous n'allez pas trouver que des grandes sociétés technologiques, Google, Facebook, etc. Vous allez trouver vraiment des sociétés de l'économie réelle. Ici, vous êtes sur du packaging éco-responsable, donc typiquement du carton ou du papier recyclé. Et avec le boom du e-commerce et avec tous les colis que vous pouvez voir à droite à gauche, il faut évidemment les produire. Et donc des acteurs comme ça, industriels, qui ont les outils pour produire ça et pour faire face à la demande, peuvent faire des bonnes performances. Et donc là, vous voyez que la société a été initiée fin 2020 et qu'on a déjà eu une très très bonne performance. C'est un des meilleurs performants du fonds depuis le début de l'année. Mais sur des secteurs qui sont très cycliques. Et là, encore une fois, il faut être diversifié parce que ce secteur, il peut se retourner aussi très rapidement en bourse. Et donc ça, on le garde en tête, évidemment. Mais c'est pour illustrer la capacité de ces sociétés à pouvoir faire de la performance rapidement. Et puis Acme United, qui est dans un secteur pas du tout sexy en apparence, mais les instruments chirurgicaux, les instruments pour infirmières ou les instruments d'école, les ciseaux, etc. Et qui est sur un secteur qui est un peu délaissé par de nombreux acteurs et qui continue de grossir par des produits plus innovants et puis en rachetant quelques concurrents. Et puis une autre thématique, Lazy Days, slide 38. Là, on est sur la thématique des camping-cars. Donc en France, on entend souvent parler avec Trigano, qui est un champion international maintenant. Et Lazy Days, lui, se concentre sur la vente de ces camping-cars et de ces grandes caravanes. Et c'est un enjeu assez sociétal. Déjà, avec la Covid, on entend parler beaucoup. On veut des modes de transport qui sont un peu individuels. Et donc, le camping-car s'inscrit là-dedans. Mais c'est une vraie thématique de vieillissement de la population où les personnes retraitées veulent être mobiles, veulent pouvoir partir en vacances où ils veulent, quand ils veulent. Et donc
cette thématique des camping-cars, elle est d'une part poussée par le vieillissement de la population et d'autre part des nouvelles générations qui aiment bien partir avec un van, faire du surf au bord des plages en Californie et autres. Et donc il y a une vraie belle thématique pour ça, de croissance, pour un acteur purement américain qui est le deuxième aux États-Unis dans la distribution de camping-cars. Et puis rapidement, Savaria sur slide 40 sur la mobilité pour personnes handicapées, pour personnes âgées, avec notamment des montes-escaliers, avec de l'accessibilité pour le véhicule, avec des petits pardon, ascenseurs. Et puis une société qui du coup se développe maintenant dans le monde entier, qui est sur une thématique assez simple dont on entend souvent parler du vieillissement de la population notamment, et qui se développe de façon continue. Et puis par clone, on est dans un secteur vraiment diversifiant et là, ça illustre aussi ça. Dans les services funéraires, c'est un secteur qui est évidemment un peu un glauque à première vue, mais c'est un secteur où il y a énormément d'acteurs indépendants, notamment aux États-Unis et au Canada, où c'est beaucoup d'acteurs indépendants qui font un peu leur loi dans leur petite ville et qui peuvent faire des prix qui sont parfois exorbitants. Et malheureusement, les clients dans ces cas-là, dans ce genre de situation, n'ont pas une capacité à négocier les prix et donc on peut avoir des abus. Parklone, eux, ont une politique de prix qui est transparente, claire, et rachètent de plus en plus et se développent aussi en organique des petits acteurs indépendants aux États-Unis et au Canada pour consolider ce marché, donc on appelle la consolidation, donc racheter des petits acteurs indépendants et se développer et devenir l'un des leaders sur ces services funéraires avec une politique de prix transparente et qui n'abuse pas le consommateur. Et vous le voyez depuis 2014, une croissance à deux chiffres qui est alimentée par la société. Et puis Thunderbird, dernier exemple, et puis après je vais passer au processus. On aura fait vraiment un tour assez complet. J'ai voulu exprès mettre énormément d'exemples pour vraiment illustrer cette diversité. Et puis rappeler que les fonds sont très diversifiés et qu'il ne faut pas investir sur une seule société, mais vraiment investir sur beaucoup. On est sur Thunderbird dans l'audiovisuel, donc la création audiovisuelle au Canada. Et ça, c'est une vraie thématique aussi, parce que j'en parlais des grandes sociétés technologiques. Mais ces grandes sociétés technologiques, elles sont très gourmandes en contenu audiovisuel. Typiquement Amazon, Netflix, etc. On voit la consommation sur ces plateformes est très rapide et importante et de plus en plus importante. Et donc, il faut alimenter ces plateformes avec des acteurs comme ça qui font de la production audiovisuelle et qui sont bien orientés. Et donc, voilà, c'est une thématique qui est forte sur de la production en organique et qui, de plus en plus de ces sociétés se font évidemment racheter. Et puis maintenant, je vais vous parler du processus de gestion, donc comment nous, on gère dans cet univers, avec la slide 44. Et donc, on parle du fonds, premièrement, Mandarine Europe Microcap, et puis je vais parler ensuite du fonds Mandarine Global Microcap. Déjà, on l'a vu tout à l'heure, des microcaps en Europe, il y en a des milliers, il y en a environ 5000 en Europe. C'est un univers qui est vraiment énorme. Nous, on va mettre un filtre de liquidité de 100 000 euros jour. Donc, en moyenne, sur les 3 derniers mois, on va chercher les sociétés qui sont assez liquides et où ils s'échangent au moins 100 000 euros par jour. Ça va nous exclure les microcaps très illiquides qui évidemment, dans lesquels on peut parfois rentrer, mais ça va être difficile de sortir quand on a envie de vendre la position. Et donc on veut des acteurs qui soient assez liquides et qui ont une vie décente en bourse, qui va nous éviter quelques accidents, parce que quand vous avez un accident de parcours sur une société qui est en plus illiquide, ça va avoir un accident qui sera encore plus dramatique. Donc cette exclusion de liquidité va nous amener à un univers qui sera plus réduit, 1500 à 2000 sociétés, ça dépend des niveaux de marché. Et là, on va avoir un process qui est ISR. Donc l'ISR, pareil, vous en entendez beaucoup parler en ce moment, j'imagine. Donc l'investissement socialement responsable, qui se base sur des critères d'ESG, donc d'environnement, de gouvernance et de social, sur lesquels du coup le fonds Mandarine Europe Microcap a été le premier fonds de microcap européen à obtenir ce label ISR français en 2019. Et donc je vais vous l'illustrer, mais on pense qu'il y a vraiment une synergie là-dessus. Et on pense que l'extra-financier se retrouve de plus en plus dans la performance financière en bourse des sociétés. Et donc c'est ce qu'on essaye de mettre en avant aussi. Et donc on va exclure au moins 20% des sociétés de chaque secteur qui ont les moins bonnes notes sur l'extra-financier. Et le but, ça va vraiment être de les pousser à plus communiquer, à améliorer leurs process, etc., pour qu'elles sortent de ce dernier quintile, donc de cet univers exclu, et qu'on puisse investir. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer ces managements et ces sociétés qui ont des mauvaises notes sur l'extra-financier et de leur dire qu'actuellement, elles sont mal notées, mais que si elles améliorent leur process et leur communication, potentiellement, on pourra investir. Et c'est plutôt de leur tendre une carotte.
Et donc on arrive sur un univers qui est éligible en termes d'ISR et liquide, sur lesquels on va faire tourner 2 modèles quantitatifs. Les modèles quantitatifs, ils nous servent à dégrossir le travail. Quand on a 1200 sociétés à analyser, on aurait du mal avec l'équipe à le faire à la main. Et donc ces modèles quantitatifs, ils vont nous sortir les meilleures idées dans chaque pays et chaque secteur sur un aspect quantitatif. Et puis après, on va avoir la partie fondamentale. Ce qui est important à avoir sur cette slide, c'est sur la droite, le nombre de sociétés qu'on a en portefeuille. Donc dans le fonds Mandarin Europe Microcap, on est en général entre 160 et 200 sociétés. Et donc actuellement, on est à un tout petit peu moins de 200 sociétés. Donc quand je vous parlais de diversification, on le met en application vraiment dans nos fonds, parce que même la plus belle de nos microcaps qu'on aime beaucoup dans le fond, ou etc., et ben même celle-ci, il peut arriver un accident. Et donc avoir une grande diversification, comme on l'a vu en introduction sur la faible corrélation, ça permet vraiment de lisser in fine la volatilité, et que si on a un accident en portefeuille, ça ne sera pas dramatique pour le fonds. Et donc là, c'est une petite slide sur le process ISR, comme on a fait, mais je vous en ai largement parlé, donc on peut passer à la slide suivante sur le fonds Mandarin Global Microcap, slide 47. Donc ici, sur le fonds Global Microcap, actuellement, oui, environ 28 000 sociétés si on inclut les pays émergents. Il y a plus de sociétés, donc on va être plus gourmand sur l'extra-financier, la liquidité avec 250 000 euros jour. Il nous faudra aussi un analyste qui suit la société, donc ce qu'on appelle les brokers, les analystes sell-side, donc en gros les analystes de bureaux de recherche qui vont suivre des sociétés et qui vont amener au marché des prévisions de croissance, des prévisions de marge, etc. Et donc, ils vont nous faciliter aussi, nous, le travail pour trouver des sociétés en croissance avec des valorisations raisonnables. Et je vais revenir dans les processus quantitatifs. On applique les mêmes processus quantitatifs, donc pour essayer de sélectionner les sociétés qui, a priori, ont des beaux profils. Et puis, la partie fondamentale qui va, in fine, nous amener un portefeuille sur le global entre 300 et 400 sociétés. Donc, je vous parlais de diversification, on y est toujours, pour toujours vraiment diversifier ses risques. Et donc, il y a certains des exemples que je vous ai montrés qui ont eu des très belles performances. Évidemment, on a eu des mauvaises performances dans le fond. Et en général, on préfère se couper et sortir d'une position quand on pense qu'il y a un accident de parcours et que ça remet en cause l'histoire à moyen terme. Et on préfère aller sur des sociétés qui sont bien orientées, plutôt que de se laisser enfermer dans des titres qui seraient dans une mauvaise spirale. Et donc les processus quantitatifs, slide 48 dont je vous parlais, ça va se baser sur des piliers assez simples. On va chercher les sociétés qui vont être en croissance. Donc je vous parlais de la croissance des bénéfices, donc ça va être important. La valorisation, pour évidemment regarder les sociétés qui n'ont pas des valorisations délirantes. La qualité, c'est est-ce que la société a un bilan et des ratios qui s'améliorent et qui sont assez sains. Le momentum, c'est assez important dans les microcaps aussi. C'est, pour le dire assez simple, simplement, on ne va pas s'intéresser à des couteaux qui tombent. Aller en bourse sur des sociétés qui n'arrêtent pas de baisser, en général, ce n'est pas une bonne idée. Il faut attendre au moins une consolidation ou une société qui est bien orientée. Et donc, c'est ce qu'on va chercher, les sociétés qui, a priori, sont bien orientées et plutôt éviter de ramasser des couteaux qui tombent. Et puis le sentiment de marché, ça c'est quand vous avez des analystes qui suivent la société. Est-ce que ces analystes que vous pourrez passer voir vous pourrez voir des nouvelles là-dessus sur la Société Générale qui passe à l'achat ou des choses comme ça que vous pouvez voir dans des nouvelles. Et donc est-ce que ce sentiment il est en train de s'améliorer? Est-ce que les analystes sont en train de revoir à la hausse leurs prévisions? C'est qu'en général un bon signe et qu'on essaye de suivre. Et puis l'autre modèle quantitatif qui est complémentaire, qui est lui basé sur la génération de cash de ces sociétés. Et on le sait, la génération de cash de ces sociétés, c'est en général la clé. Et c'est en général très important parce qu'une société, elle peut tricher parfois sur son compte de résultat, mais sur sa génération de cash et ce qu'il y a sur le compte en banque, là on a beaucoup plus de mal à tricher. Donc c'est en général un révélateur qui peut nous permettre de gérer les risques. Sur le suivi fondamental, je vais le passer rapidement, mais c'est important. Évidemment, tous les jours, on va passer à la moulinette, slide 50, on va passer à la moulinette les sociétés qui ont les plus grosses variations. On va les suivre en direct, mais quand on est sur des sociétés japonaises, on arrive parfois et le marché est fermé. Et donc, on va passer toutes les sociétés qui ont des grosses variations et s'intéresser à vraiment pourquoi, sortir des bruits de marché, etc. Et vraiment s'intéresser fondamentalement à qu'est-ce qui se passe sur cette société. Parfois, c'est juste un investisseur qui achète et qui vend et qui fait monter la société. Parfois, c'est une vraie nouvelle et il faut l'analyser. On va rencontrer évidemment au maximum de top management. Et dans les microcaps, ils sont bien plus accessibles que dans les grandes valeurs. Et donc, on en rencontre des centaines par an. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour rentrer une société dans le portefeuille. Donc ça, c'est assez diversifiant par rapport à d'autres fonds qui attendent de voir le management. Nous, nos processus quantitatifs peuvent nous permettre d'identifier des
sociétés qui parfois, notamment en Finlande ou en Norvège ou autres, sont très difficiles à rencontrer pour les investisseurs. Et donc, on peut les détecter avec nos processus quantitatifs. Et si on pense que fondamentalement, il y a aussi une belle société, on peut initier la société et, vers la position dans le portefeuille et puis rencontrer le management dès qu'on le peut. Et puis on a un réseau de brokers évidemment qui est important. Donc nos analystes locaux, par exemple au Japon, etc., qui nous permettent d'avoir une information de qualité. Et puis la maîtrise des risques dans ces fonds, elle est primordiale. Et j'en ai parlé sur les risques intrinsèques de la classe d'actifs. C'est important de le garder en tête. Même les exemples que je vous ai montrés, même eux, il peut arriver évidemment un accident. Donc il faut se diversifier. Donc un nombre de lignes élevé, des pondérations qui sont plutôt équipondérées. Ça veut dire que en ayant, admettons, 200 positions sur le fonds européen, on va essayer d'avoir un poids moyen à 0,5%. Ça veut dire que s'il y a un accident sur une de nos sociétés, ça ne va pas nous déformer complètement le poids. Et c'est plutôt dans un esprit d'équipe et de performance d'un panier de valeurs qu'on va chercher à faire de la performance plutôt qu'en mettant tout le paquet sur une ou deux sociétés qui pourraient potentiellement amener un accident dans le portefeuille. Et puis les faibles biais sectoriels et géographiques, je vous en ai parlé. On va essayer de limiter au maximum face à nos indices de référence, sachant que les fonds actifs comme nous se comparent souvent à des indices de référence. Et donc on va essayer de limiter ces biais sectoriels et géographiques. Donc on va investir dans tous les secteurs et dans tous les pays de nos indices, en essayant de chercher dans chacun d'entre eux les idées qui nous semblent les meilleures. Les politiques de vente, je vais passer rapidement, mais il y a sur la gauche des bonnes nouvelles quand la société a bien grossi ou qu'il y a une OPA, et puis sur la droite des moins bonnes nouvelles quand il y a un accident, etc. Et évidemment qu'il nous en arrive de temps en temps. Et puis sur le positionnement des fonds, là vous le voyez rapidement, et puis je vais laisser la place aux questions, slide 54. Le top 10 du fonds Mandarine Europe Microcap, vous voyez que les poids sont raisonnables. Donc je disais qu'on va avoir un poids moyen à 0,5% et que les premières lignes, elles vont être en général vers 0,75%. Et donc même la plus grosse des pondérations, elle garde un poids raisonnable. Vous voyez ici quelques sociétés françaises qu'on a en portefeuille, comme Reward Media, Chargeur, etc. Et donc vous en voyez aussi pas mal en Europe. Donc vous voyez, on est toujours comparé à notre indice de référence. En vert, notre fonds, en orange, l'indice de référence. Vous voyez qu'on a très peu de biais en termes de secteur et de pays. Le seul biais qu'on a, c'est en termes de capitalisation. On va être sur des plus grosses microcaps que notre indice de référence parce qu'on peut les identifier en tant que microcap et on les accompagne dans leur performance si tout se passe bien. Sur la performance du fonds Mandarine Europe Microcap, qu'on compare ici à notre indice de référence, donc un indice qui reflète des milliers de sociétés en Europe de microcap. On voit que via notre processus de gestion, on a réussi à se démarquer de notre indice, donc c'est net de frais évidemment quand vous avez la performance depuis création. Vous voyez que certes les marchés peuvent sur le long terme peuvent monter, mais il y a évidemment des grosses périodes de baisse et c'est justement dans ces périodes-là où il ne faut pas paniquer en bourse et il faut garder son sang-froid et toujours garder en tête qu'un investissement en bourse, c'est un investissement sur une société, sur un investissement sur un business et que ça doit se faire a priori, en tout cas dans notre vision, à moyen long terme. Et c'est ce qu'on préconise toujours à nos clients, d'investir à moyen long terme. Et s'ils ne savent pas le timing, de l'investir progressivement, notamment via une version programmée tous les mois, c'est une bonne solution. Et donc on voit la performance du fonds ces dernières années qui évidemment est aidée par les marchés, mais sur laquelle on a réussi à se différencier un petit peu. Et puis le fonds global microcap qui investit dans le monde entier, comme je l'ai présenté tout à l'heure, avec un top 10 qui est lui un peu plus limité, sachant qu'il y a plus de sociétés. Vous voyez encore quelques petites sociétés françaises, mais il y en a moins. Il n'y a que Reward Media qui est ici dans le top 10, avec toujours des biais sectoriels et géographiques limités, et puis toujours des plus grosses capitalisations que notre indice. Et puis la performance du fonds Mandarine Global Microcap, qui est très similaire à son indice depuis la création. Donc le fonds est un peu plus jeune depuis 2016. Mais on voit que face à des fonds concurrents et autres, on s'en sort plutôt pas mal. Et on a une volatilité qui est un peu inférieure à celle de l'indice. Donc vous voyez à droite, volatilité du fonds sur un an qui est de 13% contre une volatilité de l'indice à 16%. Donc on a réussi à avoir des performances assez similaires avec des niveaux de volatilité qui sont maîtrisés. Et c'est vraiment tout le but du fonds, c'est pas de faire de la performance sur un an, mais c'est d'accompagner une performance en ayant un cadre de risque maîtrisé, une volatilité maîtrisée. Et puis la conclusion, je vais passer rapidement, mais c'est une classe d'actifs toujours qu'on met en avant. La classe d'actifs, c'est déjà les microcaps, on pense que c'est attractif, mais que c'est un univers qui peut être risqué, et donc on a vraiment un processus de gestion adapté dans cet univers. Voilà, et puis je vais laisser Clément pour la partie de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Augustin, on avait une question, et simplement, est-ce que tu pourrais, toi, en tant que gérant, nous parler de quelques mauvaises histoires que tu as pu avoir? Parce que c'est vrai que tout le monde a eu les bonnes nouvelles, et simplement,
dans ta carrière, est-ce que tu as un mauvais exemple que tu as pu avoir ou que tu as pu rencontrer, simplement pour rassurer aussi les gens, parce qu'on voit que des bonnes nouvelles et ils voulaient un peu avoir ce que tu avais eu. Évidemment, c'est une bonne question et comme je l'ai dit, évidemment, on va essayer de chercher à éviter les accidents de parcours, mais on peut jamais tous les éviter. Et donc évidemment, on a eu pas mal d'accidents depuis la création du fonds. Le plus récent en date sur le fonds Mandarin Europe Microcap, c'est une société qui a perdu 50% en une journée. Et donc dans ces cas-là, il y a certains investisseurs qui mettent des stops, qui mettent des ordres limites, etc. Quand vous avez une société qui ouvre avec un gap, donc qui ouvre directement à moins 50%, si vous avez un stop tout près, ça va pas marcher. Et donc typiquement, cette société s'appelle Bone Support. Bone Support développe un produit qui est a priori très très intéressant. C'est un ciment pour les os avec des antibiotiques intégrés. Donc les perspectives étaient très très bonnes. Sauf qu'ils sont en train de développer leurs produits, c'est une medtech suédoise. Ils sont en train de développer leurs produits et ils ont eu des gros sujets avec le Covid. Enfin, que la Covid, il y a eu des gens qui sont pas venus pour vérifier si le produit avait marché et donc l'étude n'a pas été validée. Et donc il faut refaire une étude clinique qui va reprendre des années. Donc on n'a pas de visibilité, il va y avoir besoin de financement, etc. Donc pour nous, à moyen terme, c'est compliqué et donc on a préféré sortir de la position. Et donc ça, c'est un événement qui est arrivé il y a quelques semaines et vous pourrez retrouver sur l'historique du fonds. Vous ne retrouverez pas cet impact dans le fonds parce que c'était une parmi 200 sociétés. Et donc l'impact a été très limité pour le fonds, et c'est toute la volonté de se diversifier. Et puis un des pires cas qu'on a eu historiquement, c'est une société qui a quand même fait moins 85% en une journée, et malgré ça, le fonds a continué son parcours et face à son indice, n'a pas été trop impacté. Et cette société, c'était aussi dans le médical, parce que dans les biotech et medtech, on le sait, la volatilité elle est encore plus forte et il faut encore plus se diversifier. Et donc cette société, enfin, elle est toujours là, mais elle s'appelle Emu Pharma. Elle a développé un procédé intéressant sur une maladie qui n'a pas pour l'instant de vrai traitement qui s'appelle le lupus. Elle avait de très bons résultats jusqu'ici, et puis les phases 3 sont sorties, et les phases 3 étaient bonnes. Il y avait une amélioration des résultats pour les patients qui avaient subi ce traitement, mais l'amélioration n'était pas assez bonne par rapport au placebo. Et donc il fallait encore recommencer l'étude pour des biotech très jeunes pour qui ça coûte des dizaines de millions ces recherches cliniques. Ça peut être un drame. Et donc, dans ces cas-là, en tant qu'actionnaire, il faut mieux passer à autre chose parce que la société peut clairement mettre sa peau en danger dans ces cas-là. Et donc, voilà, des accidents, évidemment, il en arrive. Il peut en arriver aujourd'hui, il peut en arriver demain. Mais tout le processus des fonds, c'est justement d'être bien diversifié, bien avec des poids raisonnables pour pas que ces accidents impactent toute la vie du fonds. Et Augustin, également, est-ce qu'il y a un certain des fonds que tu as présentés qui sont éligibles au PEA, PME, peut-être microcap ou Ouais, c'est une très bonne question et j'en ai pas parlé, donc Oui. merci pour la question. Donc le fonds Mandarin Europe Microcap est éligible au PEA PME. C'est vraiment le Mhm. but. C'était vraiment et tout le but du gouvernement français, c'était aussi de flécher l'épargne des Français vers le financement de ces PME. Et nous, notre idée aussi en tant qu'investisseur sur le moyen terme, c'est de prendre une PME, d'investir sur une PME et de l'accompagner jusqu'au stade de TI. C'est vraiment notre idée. On envie souvent les Allemands avec leur Mittelstand, mais il faut financer cette économie, il faut financer ces PME. Et donc ce fonds Mandarin Europe Microcap est éligible à ce PEA PME et à ce PEA. Et puis il est en plus label ISR, donc ce qui est assez rare dans cet environnement. Et le fonds Global Microcap, lui, ne l'est pas. Mais voilà, il investit de façon diversifiée dans le monde entier. Et ils sont disponibles aussi sur les contrats d'assurance vie, hein, bien évidemment. Parce qu'on avait cette question-là, mais pas besoin de le souligner, ça. Oui, il y a un Euh, assez bon référencement qui a été fait, oui. oui. À quel moment, à quel moment est vérifiée la corrélation entre les secteurs d'activité que tu as dans les fonds à travers microcap, les global microcap? Comment ça fonctionne du coup? C'est toi qui le fais en plus des outils que vous avez à disposition? Alors, on va calculer la corrélation entre chaque titre entre eux. D'accord? Mais entre les secteurs, il y a des corrélations historiques qui marchent et des corrélations qui peuvent être un peu impactées par les mouvements de marché. Oui. Et donc des périodes un peu typiques comme on la vit actuellement avec la Covid qui peuvent un peu tout perturber. Donc nous,
en investissant sur tous les secteurs de l'économie. Typiquement, actuellement, dans le portefeuille, on a des sociétés qui sont encore exposées au voyage, mais qui ont les reins très solides et qui vont passer la crise et qui sont largement aidées par le gouvernement. Typiquement, dans le fonds Europe Microcap, on a du Voyageur du Monde, qui est une société qui est très largement aidée, qui a levé des fonds, qui n'a pas de problème de bilan et qui, le jour J, sera prête à redémarrer et pourra faire une acquisition. Et on a aussi une société dans les tests PCR qui s'appelle Eurobio Scientifique, qui est un petit acteur français mais qui se développe bien et qui par la suite développe son parc installé et pourra continuer son chemin de croissance une fois que l'effet de base Covid sera passé. Et donc, la plus faible corrélation, elle s'illustre avec deux titres comme ça, où on voit qu'il y en a un qui profite du Covid, l'autre non, évidemment. Et donc, ça s'explique simplement là-dessus. Et puis, on va le regarder plutôt par titre. Et on sait qu'il y a des secteurs, typiquement les compagnies aériennes et le pétrole, ça évolue en général de façon opposée. Il y a des réflexes assez communs là-dessus. D'accord. Et est-ce que toi, tu as la faculté de pouvoir rencontrer également les gérants de société? À quelle fréquence, du coup, ça se fait parmi toutes les sociétés que tu as en portefeuille? Alors, bah, ça se fait dès qu'on peut, quand on peut. Comme je disais, on en rencontre des centaines par an. En moyenne, moi, j'en rencontre 200 sociétés par an. Donc, c'est important, mais c'est vraiment la partie passionnante du métier, hein. Entre nous, rencontrer des personnes qui ont créé une société souvent et puis qui l'ont emmené jusqu'à des centaines de millions de valorisation, c'est toujours intéressant. Et puis, quand on est sur une microcap, on est souvent sur un acteur de niche. Et donc, en une heure de meeting, en général, on a compris d'où vient la société, pourquoi elle a réussi jusque-là et pourquoi elle devrait continuer à réussir avec les concurrents, etc. Elles sont beaucoup plus simples et on accède au top management, contrairement à des grandes sociétés où là, on va accéder souvent à une relation investisseur. Et donc, ça se fait quand je peux, dès que je peux. Typiquement, hier, j'ai vu deux sociétés japonaises en visio, et puis une société française l'après-midi également en visio. Et donc, voilà, c'est le travail quasiment quotidien de rencontrer ces sociétés. Et puis, je suis pas tout seul dans l'équipe, donc on en rencontre avec l'équipe des plusieurs centaines par an. En tout cas, merci Augustin. J'ai un message de remerciement en disant que c'était très clair et que tu as fait rêver quelques personnes avec ces sociétés. Bon, eh ben, merci. Voilà. Et je rappelle en tout cas, les performances historiques, etc., présagent jamais du futur. J'aime à le rappeler. Et donc, les marchés évoluent de façon cyclique, on le sait. Et donc, il faut toujours avoir ça en tête. Il faut jamais faire, comme on dit au poker, un tapis ou all-in sur les marchés. Ce qui est bien, c'est toujours d'avoir de l'épargne disponible s'il faut et s'il y a un crack boursier pour accompagner ça. Et ce qu'on pousse toujours, c'est un investissement sur le temps long. Et donc, je vous dirais jamais d'investir tout aujourd'hui sur nos fonds. Ce qui est bien en général, c'est d'investir sur le long terme et que sur le long terme, on voit que les performances, elles effacent progressivement les crises parce que ces sociétés-là, en général, elles créent de la valeur et qu'on peut les accompagner sur le long terme. Et via nos fonds, l'idée qu'on met aussi en avant, c'est que quand vous investissez dans un fonds d'investissement, ça peut être le nôtre, mais ça peut être des concurrents, eh bien, vous accédez directement à un panier très diversifié de valeurs plutôt que de le faire en perso où ça peut être beaucoup plus compliqué d'investir sur beaucoup de valeurs. Et Augustin, on a encore une autre question. Est-ce que au niveau du rebalancement que tu fais à travers les sociétés, est-ce que ça se fait annuellement pour que le fonds soit équipondéré? Comment toi tu le gères ça du coup? Alors, ça se fait quotidiennement parce que ce fonds est un fonds qui a une VL quotidienne. Pour vous expliquer simplement, c'est que tous les jours, vous pouvez acheter le fonds ou vous pouvez racheter vos parts du fonds. Et donc, tous les jours, il y a des clients qui achètent et qui vendent dans le fonds. Euh, et donc, actuellement, le fonds Europe Microcap fait un peu plus de 200 millions d'euros d'actifs. Le fonds Global Microcap en fait, lui, un peu plus de 80 millions. Et donc ça évolue en fonction des marchés et des clients. Et donc on cherche à prendre des bénéfices ou à renforcer les titres qui ont sous-performé en général de façon quotidienne. Alors on ne va pas renforcer tous les titres tous les jours ou les alléger tous les jours, mais ça se fait au cas par cas. Et donc en général, on passe une bonne trentaine d'ordres par jour sur les fonds, parfois pour des raisons fondamentales, et puis parfois parce qu'on voit que le poids devient trop important et qu'on ne veut pas se laisser avec un poids trop important dans le portefeuille, et donc on va prendre un petit peu de bénéfices au cas où il pourrait arriver un accident sur cette société également. Eh bien, en tout cas, la personne nous dit qu'elle est impressionnée par ce rebalancing quotidien.
Alors, ouais, on nous pose souvent la question aussi de comment vous arrivez à suivre plus de 200 sociétés ou plus de 300 sociétés. Bah, déjà, c'est passionnant et c'est ma passion et c'est notre passion dans l'équipe. Et c'est honnêtement passionnant de suivre ces petites sociétés. Et il y a un élément qui est important aussi à rappeler, et pour les personnes qui suivent un petit peu ces microcaps, ils le savent. Ces microcaps, elles vont pas délivrer des nouvelles tous les jours. Elles vont délivrer en général une nouvelle qui sera impactante, qui vont faire monter ou baisser le titre. Et donc, sur un portefeuille d'environ 200 sociétés, il y en a environ 25 qui vont publier une nouvelle par jour. Et donc, avec une équipe, c'est facile à analyser. Enfin, facile, ça se fait. Et donc, on peut passer ces ordres-là. Et puis, on est aidé par aussi nos réseaux de brokers qui peuvent nous appeler pour nous dire, tiens, il se passe quelque chose sur cette société-là ou pas. Euh, et donc, c'est beaucoup plus simple à le faire sur une microcap qui est assez pure dans son marché, plutôt que de le faire sur des grandes valeurs où là, il y a toujours des filiales dans tel ou tel pays qui peuvent aller dans des sens différents. Et donc, on est plus sur des sociétés assez pures dans leur business qui sont un peu plus faciles à suivre. Mais écoute, en tout cas, Augustin, on n'a pas d'autres questions pour le moment. En tout cas, c'était une présentation très claire. Je remercie on était plus de 100 personnes connectées aujourd'hui. Donc, en tout cas, on va attendre quelques minutes s'il y a d'autres questions qui vont arriver. Sinon, on pourra te libérer. Mais en tout cas, j'ai eu que des éloges à ton égard sur la présentation, avec fourni beaucoup d'exemples. Merci, oui, c'était le but. C'était le but de pas montrer un ou deux exemples parce que on veut pas que ce soit repris dans un portefeuille en mettant deux ou trois, ce serait contraire à notre vision de ce marché. Et c'était vraiment le but d'illustrer toute cette diversification et que même dans vos portefeuilles, si vous aimez beaucoup la santé ou les biotech, etc., ben, eh bien, c'est trop risqué si vous faites que ça. Et c'est bien d'avoir vraiment des secteurs très différenciants et de se creuser la tête et d'essayer de trouver dans chaque secteur des sociétés qui sont bien positionnées. Et donc typiquement des sociétés dans l'énergie, beaucoup de nos concurrents ne font pas de sociétés dans l'énergie et sont plutôt sur les sociétés technologiques, etc. Mais en début d'année et avec le fort rebond du pétrole, ça nous a bien aidé. Et donc, en tant que gérant, on est un peu plus confortable en se disant qu'on investit sur tous les secteurs de l'économie et que s'il y a un gros rebond du pétrole, eh bien, on sera présent. S'il y a une baisse, eh bien, on sera présente, mais comme notre indice de référence. Et c'est beaucoup plus facile. Et puis, il faut pas se rendre malade pour des investissements en bourse. Il faut que ce soit des investissements sur le temps long, on dit souvent bon père de famille. Et donc, il faut avoir un portefeuille qui est assez équilibré et sur lequel on peut l'oublier quelque temps. Et c'est toujours l'idée de regarder ses performances à moyen long terme. Et j'avais une dernière question, Augustin. Est-ce que toi, tu peux juste nous rappeler les fonds? Donc, on a aujourd'hui évoqué Mandarine Europe Microcap, Mandarine Global Microcap. Et Augustin, tout à l'heure, vous avez fait part d'un fonds qui a été lancé en 2019, hein, de mémoire, au 2020. C'était Mandarine Global Transition, hein. Oui, Mandarine Global Et, Transition, qui est une nouveauté chez Mandarine, qui est sur la transition énergétique, sur toutes les tailles de capitalisation boursière et puis dans le monde entier. Et puis on a un nouveau fonds qui est plus nouveau, lui, qui a juste un an, qui s'appelle Mandarine Global Sport, qui investit sur toute la thématique du sport dans le monde entier, donc sur le e-gaming, le sport en physique, les compléments alimentaires pour les sportifs, notamment Forma Nutra en Italie que j'ai présenté est également présente dans le fonds Mandarine Global Sport. Euh, et voilà. et après, il n'y a pas de. Alors, moi, je vais répondre à ce qu'on avait une question d'une personne. Il n'y a pas de ticket d'entrée minimum, hein, sur la partie assurance vie concernant les fonds, si ce n'est les supports d'entrée minimum sur vos contrats avec les assureurs. Mais en tout cas, chez Bourse Direct, il n'y a pas de minimum, hein. Voilà. Mais écoute, Et puis un élément oui. sur les frais peut-être, les performances qu'on montre sont toujours nettes de frais. Donc quand on a montré les graphiques de performance, et je peux y revenir notamment du fonds Europe Microcap qui est le plus gros des fonds, quand on parle de la performance du fonds Mandarine Europe Microcap en vert, on parle toujours de la performance nette de frais, donc qui inclut déjà les frais de gestion qu'on peut prendre pour la société de gestion et puis des frais de surperformance qu'on peut avoir. Et donc c'est toujours important de le rappeler aussi que les performances affichées sont évidemment nettes de frais. Eh bien, écoute, Augustin, en tout cas, on n'a plus de questions. On va te libérer. Et on te remercie pour ta disponibilité. La présentation, tout était très clair et précis. Et puis, en tout cas, on remercie l'équipe de Mandarine qui était derrière toi aussi pour t'aider à réaliser cette présentation parce que on n'était pas que tous les deux aujourd'hui, hein. On a toujours des personnes qui sont derrière nous, mais qui ne sont pas forcément présentes.
et on tient aussi à les remercier à titre personnel. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.